Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où je reçois Élodie Garamond qui est la fondatrice des Studios du Tigre et qui a récupéré, elle nous l'explique dans cet épisode, la plateforme du Tigre Yoga Play. Elle nous en parle avec passion mais elle nous parle aussi en toute transparence et authenticité de tout ce parcours qui est magnifique. Je vous souhaite une bonne écoute. Ton projet sera bon si tu es capable de l'expliquer à ta grand-mère et qu'elle comprend ce que tu vas faire. Et en effet, je pense qu'une bonne idée, c'est une idée qui s'énonce clairement et qui se comprend facilement, sans avoir besoin de mettre 54 phrases en dessous pour tout le monde ait compris de quoi il s'agissait. Ce qui n'empêche pas d'être out of the box, hein. Moi, mon projet, ce qui était sympa, c'est que les gens n'arrivaient pas à me mettre dans une case. On me disait, mais alors t'es une salle de yoga? Oui, mais pas que, parce que je faisais aussi du massage, du pilates, j'avais une partie restaurant, boutique, bibliothèque. Donc j'aimais beaucoup aussi, moi, cette idée que justement, je pouvais faire se rejoindre plusieurs univers. Bonjour Élodie, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où on va parler de ton parcours avec le yoga et puis surtout ton parcours globalement entrepreneurial. Bonjour Alexandre, je suis ravie d'être là moi ici. Je commence par cette première question que je pose à tous les profs de yoga. Quand est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois? Écoute, la première fois, c'est assez drôle. J'étais en fac à Dauphine, en première année de fac, donc j'avais 18 ans, donc il y a 6 mois. Euh, et j'étais en... je ne sais pas pourquoi j'ai pris yoga en option. Donc à l'époque, on est en 95. Et t'imagines bien que le yoga est pas très populaire en France et je ne viens absolument pas d'une famille, ni spirituelle, ni ésotérique, ni même sportive d'ailleurs. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai pris le yoga en option et j'ai fait mon premier cours et étonnamment, je m'en souviens encore très bien, très précisément, dans la salle de sport qui était dans le parking de la fac et c'était un prof en survêt taquini, un vieux prof de gym, tu sais, très à l'ancienne, un peu en mode, très à la mode années 80 et voilà et c'est la première fois que j'ai entendu parler de Kundalini. C'est OK, drôle, hein? ouais, et du coup, c'était un cours de yoga Kundalini? Ah non, pas du tout. Non, non, c'était un cours de yoga, ça s'appelait yoga à l'époque. Non, non, c'était juste que la Kundalini, ça existe, contrairement à ce que les gens pensent. La Kundalini est présente dans toutes les pratiques de yoga, mais pas forcément incarnée de la même façon. OK, oui, oui. Non, mais du coup, je pensais que c'était, vraiment un cours spécifique et en plus, enfin, que ce soit, pour, des étudiants, enfin, voilà, si c'était ta première fois, ça devait être, et du coup, ça t'a plu ou tu es ressortie, tu savais pas J'avais trop? aimé et puis j'ai continué pendant 1 an et après à la fin de mes études, je suis partie vivre en Australie, OK. pendant 2 ans et enfin d'abord à New York et après en Australie et en Australie, mes colocs faisaient du yoga. À l'époque, il y en avait beaucoup plus qu'à Paris et elles m'ont dit: «Tu devrais», comme je dormais très mal et que j'avais des problèmes de dos, elle m'avait dit: «Tu devrais faire du yoga».
et voilà, donc je suis rentrée, dans le yoga par les vertus thérapeutiques, notamment sur le problème de dos, et je suis tombée sur une prof, qui s'appelait Marie-Ange, et c'était drôle, c'était une Australienne, mais sa grand-mère était française, donc elle avait le nom de sa grand-mère, et OK, voilà, et après, c'est toujours resté dans ma vie. OK et Donc comment là, on est c'est dans les années 2000, tu vois? d'accord, oui, donc à peu près 5 ans après la première fois que tu as rencontré le yoga, et après Ouais, comment c'est ça ça, enfin, bah, s'est j'en ai fait pendant 1 an ou 2 à la fac, et après, j'ai continué. OK. Et comment ça s'est continué après donc ces vertus thérapeutiques, les premières fois, enfin la suite en Australie? Comment est-ce que, le yoga est apparu dans ta vie? C'était vraiment un besoin après? Tu aimais vraiment ça? Comment ça s'est tu travaillais Non, à côté? j'ai pas été tout de suite ad non, j'ai pas été tout de suite, addict. J'en faisais régulièrement, mais pas c'était pas un besoin, j'étais pas tombée dans la marmite, comme les personnes tombent dans la marmite maintenant, tu vois? C'était beaucoup plus, modéré que des gens que je vois qui démarrent le yoga et qui en font direct 4 cours par jour. Moi, c'était sur du temps long, tu vois? Et donc voilà, donc j'en faisais régulièrement, par plus ou moins par période, et en fait, c'est surtout après la naissance de mon fils, donc en 2008, où là, je m'y suis, remis, beaucoup plus régulièrement. Je prenais 2 cours par semaine, et voilà, et à partir de là, ça a toujours été, non, enfin, comme je te dis 2, c'était plutôt 4 d'ailleurs, et voilà, et ça a été, depuis 2007-2008, c'était vraiment devenu presque une drogue, quoi. J'en avais besoin. J'étais pas Je sentais que j'étais pas bien si je pratiquais pas. OK. Et du coup, en parallèle de ça, entre à peu près 2000-2008, tu travaillais, du coup, tu as fait quoi comme style d'études avant de Oui, lancer les studios et cetera? ah non, pas du tout, pas du tout. Et puis alors, j'avais même pas le début de l'idée de C'est faire ça. ça. J'étais vraiment hyper loin de cet univers-là. Non, non, je travaillais dans les courses hippiques, OK. et voilà, je m'occupais des relations extérieures, donc je voyageais beaucoup, j'accueillais des clients, je faisais du développement commercial. Je te dis vraiment, surtout, j'étais partout dans le monde, donc c'était assez sympa. Et puis après, quand mon fils est né, donc j'ai eu envie de changer parce que c'était compliqué d'être autant en voyage, avec un nouveau-né et un papa qui était pas très présent, et donc voilà, je suis partie dans j'ai quitté ce milieu, je travaillais dans la com, et puis petit à petit, c'est vrai que le yoga prenait de plus en plus de place dans ma vie, et en 2012, je me rends j'ai pas fait un burn-out parce que c'était pas ça, mais c'était, disons que j'ai plus tout d'un coup une quête de sens, tu vois? Maintenant, c'est logique de dire ça, tout le monde le dit, mais à l'époque, c'était un peu plus, il y a 10 ans, on parlait moins du sens à l'action et de la quête de sens au quotidien, et voilà, et je me suis dit que j'allais monter un petit studio de yoga et que c'était ça qui faisait du sens pour moi. OK et du coup, entre, la naissance de ton fils et 2012, cette quête de sens, tu t'es formée au yoga? Comment ça s'est déroulé? Non, non, je pratiquais, j'étais une élève assidue, voilà, non, non, le yoga faisait vraiment de ce que je te disais tout à l'heure, ça faisait de plus en plus partie de ma vie. Voilà, non, non, j'étais vraiment une pratiquante, assidue, engagée, régulière, mais moi, l'idée de me former est venue beaucoup plus tard, même bien après avoir créé le TIG. Mais tu sais, je fais pas partie de cette génération de yogis où on commence à pratiquer, en janvier, en mars, on commence à faire une formation, en septembre, on est prof, et en décembre, on lance son premier teacher training. Tu vois? Je vois Si ce que je tu veux résume. dire. Moi, je fais pas du tout pas moi, je privilégie le temps long, et donc voilà, et c'est vrai qu'entre le moment où j'ai commencé le yoga en 95 et surtout, dans les années 2000, et le moment où j'ai, lancé le Tigre en 2013, et je me suis formée en 2016,
et j'ai commencé à enseigner parce que moi j'ai fait au moins 3 ou 4 formations avant de considérer que j'étais légitime pour enseigner et du coup, je crois que je me suis vraiment, lancée au bout d'1 an ou 2, tu vois? Ça fait pas si longtemps que j'enseigne, mais parce que, après j'enseignais à mes copines et puis tout le monde me demandait. Mais c'est vrai que, moi je trouve qu'en fait, pour moi, enseigner le yoga, c'est être capable d'interpréter des signaux faibles. Donc de lire, le corps des élèves, de lire, leur visage, de comprendre dans quelle énergie ils sont, d'être capable d'ajuster, d'ajuster sa pratique aux besoins et non pas, dérouler à tout prix sa série et qu'importe, ce que les gens ressentent. Mais parce que j'ai eu cette chance d'avoir des enseignants depuis les années 90, 2000 qui avaient cette façon d'enseigner aussi, qui adaptaient leur enseignement à leurs élèves et non pas l'inverse. Et du coup, je pense qu'il faut du temps pour ça. Il faut du temps et que moi, je me sentais pas légitime. J'avais le sentiment que je disais toujours qu'il y avait tellement de meilleurs profs que moi que je voyais pas je me sentais pas légitime de prendre une place alors qu'il y avait des gens, bien plus qualifiés pour enseigner. Donc ça a été quelque chose de compliqué pour moi de passer d'élève à prof et évidemment encore plus avec l'aventure du Tigre, donc qui a ouvert en 2013, parce que comme j'avais, recruté les meilleurs profs, en tout cas les meilleurs à mes yeux, ceux que je préférais dans toutes les disciplines et que j'avais vraiment une équipe incroyable, je m'attribuais d'autant moins une place dans cette équipe que j'avais que des profs excellents. Donc voilà et c'est vrai qu'aujourd'hui ça me surprend de voir des personnes qui, débutent le yoga et 1 an plus tard l'enseignent et 1 an plus tard, considèrent qu'ils sont prêts à eux-mêmes former des profs. Je reconnais que c'est assez, perturbant ou en tout cas surprenant et voilà, moi j'aime l'idée du temps long et de prendre le temps de faire les choses. J'aime beaucoup cette, notion de temps long justement parce que je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment important on parle souvent de ingurgiter les postures, la pratique et pas seulement le postural dans le yoga et là, c'est exactement ce que tu évoques, c'est que, en fait, tu as lancé enfin, tu t'es reconverti et tu as lancé, le Tigre, en 2013, mais pas dans le but que ce soit toi qui enseignes, mais dans le but de regrouper un collectif, si je comprends bien, hein, de profs qui te tenaient à cœur, Absolument. qui était super cher à ton cœur et que enfin voilà, tu avais une confiance aveugle en eux pour enseigner aux personnes qui viendraient dans le studio et je trouve ça génial de se dire que Tout à ben fait. Moi, j'avais vraiment cette idée de qualité, tu vois? Je voulais mmh, vraiment des enseignements de qualité, et pour moi, la qualité passait pas forcément par des profs spectaculaires. Alors j'en avais, hein, mais tu vois, j'ai vu un jour, une prof faire une magnifique roue arrière, tu vois? Un backbend sublime devant tous ses élèves et il y en a pas un qui était capable de le faire et comme elle était en démonstration d'elle-même, elle a même pas remarqué que personne ne le faisait et que juste tout le monde la regardait et et j'ai à la fin, je lui ai dit: «Écoute, malheureusement, je vais pas pouvoir te garder» et donc mmh, moi, j'ai toujours considéré qu'enseigner le yoga, c'est pas forcément faire la démonstration des prouesses de sa propre pratique, mais être capable d'amener des élèves, quelle que soit leur limitation corporelle, leur limitation psychique, émotionnelle, de les amener d'un point A vers un point B et qu'importe le point A et qu'importe le point B, mais en tout cas qu'il y ait un mouvement de l'un vers l'autre et pour moi ça, c'est un bon prof et si on regarde que son nombril, ce que je te disais tout à l'heure, on peut pas interpréter les signaux faibles et du coup, on peut pas trouver les bonnes voies pour faire, avancer, ses élèves. complètement. J'ai rien à rajouter là-dessus. Du coup, pour la suite, donc en fait, je reprends un petit peu chronologiquement, hein, ton parcours. Donc en 2013, tu as lancé le Tigre après cette, recherche de sens. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Du coup, tu continuais à pratiquer, au Tigre, du coup, avec, les profs que tu avais Oui, sélectionnés? je pratiquais tout le temps. Ah Mmh. oui, oui, bien sûr, je pratiquais tout le temps et il y a eu d'ailleurs un moment, c'est intéressant, où je me suis rendu compte que j'étais tellement prise
dans le quotidien du petit, dans les plannings, les trucs et machins, mais mes enfants, enfin, j'étais vraiment, happée par un rythme, qui était fou, que j'arrivais plus à pratiquer. J'avais même plus le temps et ça m'a inquiétée. Je me suis dit que je faisais mal les choses parce que moi, je fais partie des personnes qui n'ont aucune culpabilité de prendre du temps pour elles. Ça, Mmh. c'est un règle de base. Je n'ai aucun problème à aller me faire, masser une fois par semaine, à faire 3 fois du yoga dans la semaine. Alors je pratique évidemment toute seule, le matin chez moi, mais je ne considère pas que du temps pour soi, c'est du temps perdu, au contraire. Et je culpabilise pas, donc et là, je me suis dit qu'il y avait un problème si j'arrivais justement plus à trouver, ce temps pour moi, pour ma pratique donc c'est un moment où j'ai un peu, ralenti, ça devait être au bout de à la fin de la deuxième année, je pense. Et c'est vrai que ça avait été 2 années, 2014-2015 complètement dingues, complètement, frénétiques, mais c'était génial, hein, je m'éclatais. C'était une histoire de potes, de famille. On a très vite été dans un clan finalement. C'était vraiment une famille du tigre. Tout le monde, les gens aimaient vivre là et passer beaucoup de temps, même les profs, hein, ils passaient du temps en dehors de leurs cours. Il y avait vraiment un bonheur d'être ensemble et ce bonheur-là, c'était assez chouette qu'il soit au Tigre et donc voilà et donc bah, j'ai ralenti, j'ai réorganisé l'équipe. Je me suis dit qu'il fallait que voilà, peut-être que je mette, 1 ou 2 projets de côté et que ça allait trop vite. Donc j'ai annulé, j'ai décalé dans le temps un projet, qui devait se faire en province. J'ai dit: «Bah non, en fait, c'est une connerie, je vais dans le mur, je suis pas prête, on va pas le faire». Et en fait, heureusement que je l'ai pas fait parce que ma maman est tombée malade à ce moment-là et comme quoi quand on a besoin de se dégager du temps, on est toujours capable de le faire parce que je l'ai accompagnée, malheureusement je l'ai perdue, mais je l'ai accompagnée, pendant les 3 mois. Ça a été assez fulgurant, mais pendant 3 mois, j'étais avec elle, tout le temps c'est pour ça les gens qui disent: «J'ai pas le temps de prendre soin de moi», je leur dis toujours: «Mais si demain, vous croisez un mec sublime ou une fille sublime, voilà, ou vous avez un nouvel amant qui vous propose d'aller prendre un café, est-ce que vous aurez pas le temps?» Bah si, bien sûr que vous aurez le temps et donc en fait, on a toujours le temps, c'est juste qu'on veut pas être, sa propre priorité et on n'est pas la personne qu'on aime le plus au monde alors qu'on devrait l'être et bref, donc moi je me suis dégagé beaucoup de temps à ce moment-là et je me suis occupée de ma maman et hem et voilà et puis après, bah, là après, ça a continué. On a continué à ouvrir, on a ouvert à Neuilly, dans le Marais, à Lyon, voilà, ça a été une belle, franchement, ça a été une belle aventure. C'est triste parce que le covid nous a malheureusement coupé les ailes, mais vraiment ça a été une très belle aventure et si c'était à refaire, je le referais, malgré toutes les erreurs que j'ai faites et j'en ai fait vraiment beaucoup et je m'en rends compte aujourd'hui, hein, j'ai fait plein d'erreurs de débutante, d'innocence, je sais pas, j'avais trop confiance en moi, j'ai pas eu une gestion de mon père de famille ou voilà, pour plein de raisons, en tout cas, j'ai pas mais il y a aussi plein de choses bien que j'ai faites et notamment, je pense que humainement, ça a été une aventure partagée avec beaucoup de gens qui a été incroyable et ça, j'en suis fière parce que, tu sais, quand ça s'est terminé, il y a un truc dont j'ai été très fière, c'est le nombre de profs, mais vraiment, ça se compte en dizaines, en plusieurs dizaines, qui m'ont dit, «Merci parce que, tu as été la première à me laisser ma chance» et des profs qui sont devenus assez connus, qui voilà, qui enseignent beaucoup partout maintenant et je crois que même si j'étais une mauvaise gestionnaire, il y a un truc que je savais faire, c'était de dénicher des talents. Y compris des profs, tu vois, un peu inconnus, un peu, voilà, qui venaient un peu de voies parallèles et j'avais je sais pas, je pense que je dois savoir trouver les bons talents et c'est génial parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont envoyé des messages d'amour en me disant: «Merci parce que tu as changé ma vie», qu'au moment où ça s'est arrêté, ça m'a permis de pas sombrer complètement, en fait. Mmh.
Pourquoi tu dis que tu te considères comme une mauvaise gestionnaire et tu dis que tu as fait beaucoup d'erreurs? Je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est un peu des montagnes russes, et Exactement. tu as Ouais, appris ouais. énormément et heureusement, tu as appris aussi toutes ces choses positives. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Parce que j'aime bien qu'on montre aussi, ben, l'envers du décor de cet entrepreneuriat qui a l'air tout beau, tout magique et puis, ben, il y a quand même beaucoup, beaucoup de Bah, tu difficultés que tu vois, rencontres. non, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à connaître, à savoir. Moi, j'ai été tellement focus sur les cours, les cours, les cours, voilà, la com, les élèves, et cetera, que j'ai pas assez pris la main sur ce qu'on peut appeler du back office administratif et comptable. Et j'ai un peu laissé ça de côté, au début. J'étais pas assez attentive au Je maîtrisais pas bien l'outil de gestion qu'on avait pris. J'ai pas été attentive sur des sujets, voilà, comptables, financiers, et cetera, parce que j'aimais pas ça. Donc c'est toujours plus compliqué et on met plus de temps parce qu'on n'aime pas ça, donc c'est besogneux, voilà. Donc c'est vrai que j'ai peut-être pas consacré suffisamment de temps à ce moment-là, à cette partie-là de l'activité qui pour autant était, absolument, indispensable, plus qu'indispensable. Et donc ça m'a fait perdre de l'argent. Les premières années, j'ai perdu d'argent, sûrement parce que j'étais pas, je mettais pas assez le nez dedans, quoi. Donc voilà. J'avais vraiment confiance en ma bonne étoile. Il y a plein de gens en qui j'ai eu confiance et j'ai eu aussi beaucoup de moments où j'ai été trahie, mais parce que j'avais une forme de naïveté, je pense aussi. Et voilà, j'ai eu beaucoup de déceptions sur des gens, vraiment. Mais c'est comme ça, c'est la vie et on apprend. Et je me suis toujours dit que si c'était à refaire, je referais pareil, notamment sur les personnes, dont j'ai eu le sentiment tu vois, d'être trompée, de me tromper. Parce que, sinon je trouve que si quelqu'un te trahit ou te plante un couteau dans le dos et qu'en plus toi tu changes derrière, c'est un peu la double peine. Je me suis dit: «Bah non, en fait, c'est à eux de changer, c'est pas à moi». Pas moi qui vais changer et devenir méfiante, devenir moins spontanée. Ce serait triste en fait que ces personnes-là m'aient fait perdre ce que je considérais encore, comme étant, voilà, comme malgré tout une qualité d'entrepreneur, d'avoir, de la fraîcheur quoi, de la spontanéité. Et voilà, donc c'est pas, donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question? Oui, oui, complètement. Complètement, merci. Beh, enfin, ça montre aussi, très bien que, comme tu l'as déjà, dit, l'entrepreneuriat, c'est de l'apprentissage et c'est pas des échecs, c'est vraiment, ben, tu as appris de ces potentielles erreurs que tu as faites, mais tu les regrettes pas parce que c'est ça aussi qui t'a fait grandir, qui a fait grandir éventuellement aussi, ben, ton entreprise, les personnes avec qui tu travaillais et savoir sur qui tu pouvais vraiment compter. J'imagine que ça t'a rapproché aussi peut-être d'autres personnes? Oui, oui, absolument, Hem, absolument. Non, non, mais moi enfin voilà, après je pense que je suis très résiliente, donc c'est vrai que, je peux souffrir parce que j'ai tendance à donner assez vite beaucoup d'affection, d'amour. Je suis très tactile, j'appelle tout le monde chéri. Je suis assez vite dans l'affection parce que je déteste les rapports tièdes et j'aime pas le small talk, tu vois? J'aime bien les vrais rapports où il se passe des trucs, où on est vite, voilà, à ouvrir, une joie partagée ou une vulnérabilité ou quelque chose de réel, de palpable. Et donc quand tu es dans ce registre de relations humaines, bah, évidemment, tu prends le risque à un moment heu, tu reçois autant du coup, en bien qu'en mal, tu vois ce que je veux dire? Mais tu es pas dans l'eau tiède, quoi, ni dans le bien ni dans le mal. Donc mais je me remets vite, voilà. C'est comme ça. C'est comme dans les relations amoureuses, je digère vite.
Du coup, j'aimerais revenir sur le beau parcours, le long parcours. Donc en 2013, tu as créé Le Tigre et en 2016, tu as décidé de te former. Qu'est-ce qui s'est passé, pour que tu te dises: «Bon, bah, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de me former» et éventuellement, ben, quand est-ce que, tu as commencé à enseigner après, à vouloir partager, cet enseignement? Alors écoute, je pense que la maladie et le départ de ma mère, ils sont pour beaucoup. Et donc ma première formation, en fait, je suis partie en Inde, heu, 3 mois après son décès Mmh. et j'ai fait une formation de prof d'ashtanga à Mysore et à la fin de la formation, je me suis rendu compte que je n'enseignerais jamais l'ashtanga, parce que je préférais le pratiquer que l'enseigner. Et bon, après je te dis, moi je suis particulière, hein, ça je considère que si on n'est pas bon dans quelque chose, il faut pas le faire. Et hem et puis après, il y a une formation donc ça, c'était au mois de juillet. Après, en septembre, j'ai démarré une formation de Vinyasa avec Patrick Frappeau, voilà, qui est mon BFF, comme on dit Mmh. et qui a été incroyable, parce que c'est vraiment ce qui m'a ouvert à beaucoup de choses. Ça a été là, probablement, enfin, une des formations les plus marquantes que j'ai faites. Mais pour autant, j'étais pas prête à enseigner derrière. Je sentais que c'était pas assez. J'avais pas encore assez d'épaisseur, et de confiance en moi et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'autres profs bien meilleurs. Donc ça, on est en septembre, 2016, donc ça a duré toute l'année jusqu'en 2017 et après en j 2017, j'ai fait une formation après celle-ci, je fais une formation de yoga pour les enfants. Voilà et puis l'année d'après, j'ai fait une formation Yin Yoga avec Romulo et ça a été incroyable. Ça a été une vraie, révélation et je me suis dit que c'est qu'en tout cas, si je devais, si si je devais enseigner, c'était sur ce territoire-là que je me sentais le plus juste, et où j'avais le sentiment d'avoir un peu une valeur ajoutée, parce que ça permettait le yin, c'est vraiment t'emmènes les gens dans un voyage et moi j'aimais cette idée-là. Et pour autant, je l'ai fait un peu du coup parce que j'aimais ça, mais pas beaucoup parce que, bah, de la même façon, je sentais que j'étais pas encore assez prête quoi, assez mûre et donc j'ai continué à pratiquer beaucoup, à faire des petites formations à droite à gauche et beaucoup de stages, beaucoup de retraites, tu vois? À me nourrir énormément et puis, j'écrivais aussi pendant ce temps-là donc dans l'écriture, je trouve qu'on apprend aussi énormément, on progresse parce que, bah, écrire, ça veut dire lire aussi et c'est enfin se nourrir d'autres choses et voilà et c'est vrai que maintenant, bah, particulièrement depuis la fermeture des Tigres, mais depuis 2 ans, j'ai beaucoup plus de plaisir et je sens que voilà, qu'écrire, c'est quelque chose enseigner pardon, c'est quelque chose dont j'ai besoin donc j'aime vraiment ça. OK, donc tu peux dire Voilà. qu'aujourd'hui, tu enseignes plus, qu'avant la fermeture du Tigre, c'est ça? Ah oui, beaucoup plus, ouais. OK. Est-ce que tu peux nous parler de justement cet aspect d'écriture? Parce que ton deuxième livre est sorti cette année et ton premier livre, comment ça s'est passé? 3e, Ah, 3e. troisième, pardon, j'étais restée sur 2. Excuse-moi. Non, non, écoute, le premier il est sorti en 2000 début, non, en 2016, pardon, puisque, bah, c'était au toujours, voilà, vous allez croire que j'ai tout fait en 2016, mais en effet, entre les 3 premiers mois de l'année, j'étais avec ma maman et puis après les 9 mois d'après, j'ai ouvert, Le Tigre à Deauville, Le Tigre à Neuilly. J'ai fait une formation d'ashtanga, une formation de vinyasa et j'ai écrit un livre qui s'appelle toujours Zen, un jeu d'enfant aux éditions Flammarion, que j'ai coécrit avec Lise Billien. Un livre de yoga et méditation pour les familles. Donc, je crois que j'étais un peu boulimique. C'est pour ça que je te disais qu'en fin 2016, début j'ai eu besoin de ralentir et de stopper un peu, en 2017, de mettre voilà, de ralentir et de stopper un peu les projets
voilà, donc le deuxième livre, il est sorti en 2019, début 2019. Et c'était un livre beaucoup plus intime, qui est un peu un journal intime, en fait, désynchronisé dans le temps et qui s'appelle «Du chaos naissent nos étoiles». Et écoute, je vais te faire rire, le jour où il est sorti, je ne savais toujours pas pourquoi je l'avais fait. Donc c'est resté, assez, mystérieux. Et c'est vrai que j'ai compris bien après que c'était une façon pour moi aussi de trouver une forme de légitimité, d'intégrité. Tu sais, j'ai toujours eu ce fameux syndrome de l'imposteur et encore plus, quand j'étais au Tigre. Et ce livre, c'était une façon de me raconter, voilà, je sais pas, d'ouvrir une forme de carnet intime. Et c'est compliqué de savoir pourquoi, mais ça m'a fait en tout cas énormément de bien de le faire. Et je suis très contente, voilà, je suis très contente de l'avoir fait. Est-ce que pour C'est un toi joli livre. Et écrire, donc le c'est, troisième, juste j'ai une question par ah, rapport c'est à ça. cathartique pour moi. Est-ce que pour toi écrire c'est extérioriser, c'est s'exprimer? Peut-être que c'est pour ça aussi que ce livre, Ouais, c'était une c'est sorte de journal? oui, oui, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment cathartique. C'est une forme de nettoyage, émotionnel, l'écriture. Mmh. C'était très important pour moi et j'adore ça, j'ai tout écrit. Alors les gens m'ont demandé parce qu'évidemment, chaque fois que j'écris, on me dit: «Mais comment tu fais pour avoir le temps de tout faire?» Et en fait, j'aime vraiment ça, écrire. Je préfère écrire plutôt que de regarder la télé, Mmh. tu vois? Donc le temps que je ne passe pas devant la télé ou devant autre chose, je le passe à écrire, j'adore ça. J'écris tout le temps. Donc voilà, ça c'était, bah, ça a été vraiment, une étape importante ce livre pour moi. Ça m'a permis aussi de rendre à l'univers tout un tas de choses, d'événements, d'émotions, qui avaient traversé ma vie, en disant: «Bon, bah, voilà, merci, je vous le donne, ça ne m'appartient plus, merci, au revoir». Tu vois? Quelque part, je transférais la patate chaude pour me libérer de certains, traumas. Ou alors trauma, je trouve que le mot est toujours un peu fort, mais en tout cas certains passages difficiles de ma vie. Et ça m'a fait beaucoup de bien de m'en libérer. Donc voilà. Et le troisième livre, donc tous ces livres sont édités chez Flammarion. J'ai une éditrice géniale qui s'appelle Rima Bouzid, qui est chez Flammarion, que j'adore. Et hem et voilà. Et le troisième livre s'appelle «Yoga, un art de vivre» et c'est une encyclopédie. D'ailleurs, on a cherché, on a mis beaucoup de temps à trouver le nom, que j'ai commencé pendant le premier confinement. Et j'ai mis 2 ans à l'écrire et c'était vraiment envie d'un travail, presque universitaire, tu vois? J'ai passé, mon temps à lire, à chercher, comme je note tout le temps plein de trucs. Quand je fais des stages, des ateliers depuis 15 ans, je prends des notes dans des carnets. Puis un jour, je me suis dit: «Ça aurait peut-être un sens que je reprenne ces carnets et que, je commence un peu à trier mes notes et à les mettre au propre, sur un document pour, voilà, il y a peut-être des choses à faire avec». Et donc j'ai profité du confinement pour le faire et j'avais vraiment des dizaines de carnets. Et puis au fur et à mesure, je me suis prise au jeu et j'ai continué à lire, à écrire, à chercher, à voilà. Et puis j'ai fait une encyclopédie. Hop, 2 ans plus tard, elle était née. Et c'était génial. Je me suis régalée, j'ai adoré le faire. J'avais l'impression d'être redevenue une étudiante. C'était très amusant. Et puis surtout, j'adore le résultat. Ça a été très bien illustré par, une fille qui s'appelle Clara, Clara Michel. Et c'est magnifique ce qu'elle a fait. Et toute la mise en page et tout de Flammarion, enfin c'est un très beau livre, c'est un gros livre, hein, c'est un limite livre de table, tu vois? Mais c'est on voilà, l'équipe ensemble a fait un super travail pour que le résultat soit top. Donc ça, c'est Yoga, un art de vivre, qui est sorti en effet cette année. Mmh. Oui, je l'ai, entre les mains, enfin, pas juste à côté de moi quand on parle, mais je l'ai et c'est vrai qu'il est vraiment, très, très beau, très bien illustré avec une grosse couverture. Enfin, comme tu dis, c'est un livre qu'on peut poser sur la table, en tant que décoration. Il est hyper beau. On a envie de l'ouvrir, de le feuilleter, mais on n'a pas envie de l'abîmer. Enfin, il est superbe. Hem, OK, Ah, c'est merci. gentil, hein.
Et j'avais envie qu'on parle un petit peu du Tigre Yoga Play parce que tu l'as sorti pendant le confinement, il me semble. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors cette idée et cetera? Comment c'est venu? Et puis, ben, il continue de vivre donc est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? alors avec joie, mais je vais simplement rectifier une vérité puisque, j'aime bien rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, D'accord, c'est Anne Van Val qui l'a OK. créé et qui est une prof de yoga que j'adore, qui est une de mes profs, préférées, dont je suis très proche en plus et quand elle a lancé ce projet avec 2 amies, elle est venue me voir et elle m'a dit: «Ah, ce serait bien qu'on ait le soutien du Tigre» et comme j'adorais le projet, j'ai tout de suite soutenu et puis, bah, à un moment, ils sont arrivés un peu ça restait une petite plateforme et donc c'était assez naturel qu'ils viennent vers moi en me disant: «Bah, nous, on est arrivés un peu au bout de nos moyens, humains, financiers, de temps et cetera. Est-ce que tu veux pas le reprendre?» Et c'est vrai que moi, depuis le début, j'étais partenaire de cette plateforme. J'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, je suivais, on faisait plein de choses ensemble. Donc, c'était très facile finalement à intégrer dans mon écosystème, parce qu'en plus, c'était quasiment que des profs du Tigre qui avaient déjà été filmés dessus. On Donc c'était très simple et puis, donc ça, écoute, toutes les discussions ont eu lieu en 2019 et on l'a intégré dans l'équipe, donc on a vraiment récupéré complètement la plateforme, fin 2019 et le confinement est arrivé en mars 2020. Donc, dans notre malheur, puisque malgré tout, ça a quand même été un grand malheur pour nous, cette période, il y a eu des très bonnes choses et dans ces bonnes choses, bah, il y a effectivement cette histoire de cette aventure du Tigre Yoga Play et où on s'éclate. Je peux pas te dire mieux, vraiment, on s'éclate, on adore. J'ai une équipe qui est géniale et c'est super parce que, voilà, parce que c'est une façon de continuer, tu vois? C'est une façon de continuer à partager, de continuer à vivre plein de choses et c'est super. C'est vraiment génial et on partage aujourd'hui, plus de 700 vidéos. Je crois qu'on doit être à 730. On a à peu près, 8 000 personnes qui sont abonnées et 60 000 utilisateurs. On a, 35 profs maintenant, non peut-être 40 profs, 35 disciplines. Enfin voilà, c'est devenu un truc, génial et on s'éclate. Je crée des contenus. Au début, j'avais pas mal de réserves moi sur la pratique en digital, comme tu as compris que j'étais assez puriste. Donc, je vais être très sincère, au début, j'étais pas forcément pour et petit à petit, j'ai compris qu'on pouvait trouver une forme de pédagogie intéressante, avec le digital et que surtout, ça ne venait pas cannibaliser, à l'époque, l'offre physique. Au contraire, ça venait l'enrichir puisque, bah, ça permettait à tous les gens qui n'ont pas de pratique autonome de pouvoir pratiquer 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure ou alors dire: «Bah, tiens, il y a cette posture, j'arrive vraiment pas à la faire» ou «Cette respiration, j'ai du mal à la comprendre» et bah, on va pas prendre un cours privé pour, décrypter une posture. On va pas forcément trouver le bon cours ou le bon atelier, collectif pour apprendre telle ou telle posture. Alors que là, bah, c'est génial. Tu vas chercher, tu dis tiens, moi je rêve de savoir faire cette posture ou parce que j'ai des problèmes de digestion, de sommeil, je sais que cette posture va me faire du bien. Donc je ne vais travailler que cette posture ou cette série de postures. Et là, tu peux le faire en étant guidé et bien guidé puisque on a une sélection de profs bah, du même niveau que ce qu'on avait au TIE. Et en fait, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que ça enrichit la pratique, parce que ça nourrit le chemin de progression parce que ça permet aussi de tester, à un coût très réduit plusieurs disciplines et que finalement le yoga, ce n'est pas qu'une discipline. Je pense que de la même façon qu'on peut pas manger tous les jours la même chose, le corps a besoin de se nourrir d'énergies différentes chaque jour et finalement de pouvoir faire une pratique de yin yoga, le soir, une pratique d'ashtanga ou de vinyasa le matin, une pratique d'iyengar, voilà, si on a envie de faire du bien à son corps et de travailler un peu plus assidûment, on va dire, sur les alignements. Si on a envie de se réveiller un matin, de faire un bon Kundalini, voilà, de se mettre dans une énergie montante, de Kundalini montante, pardon. Voilà, donc c'est génial parce qu'en fait, c'est à la carte
et ça vient vraiment, enfin moi en tout cas, ça a changé mon quotidien parce que je suis devenue ma meilleure élève évidemment, ma meilleure, ma plus assidue en tout cas. Et je suis hyper heureuse de pouvoir proposer ça aux gens et puis on continue, on tourne toutes les semaines, et tu vois, ce qui est intéressant avec, cette plateforme digitale, c'est que je te prends un exemple, quelqu'un qui a un problème, qui a envie de s'occuper de son visage ou de ses cheveux ou de son dos, ou de son spécifiquement du de son bas du dos qui est douloureux ou, voilà, ou de sa souplesse, bah, va pouvoir trouver un programme ou une discipline qui répond particulièrement à ça, mais qu'on trouverait pas nécessairement en studio. Par exemple, le yoga du visage ou le yoga et cheveux ou, le kundalini prénatal. Ce sont vraiment des disciplines de niche que tu trouves très peu dans les studios, que tu trouverais donc a priori difficilement en bas de chez toi, comme ça, ou alors faut vraiment un gros coup de bol, alors que ça peut faire du bien, tu vois? Et donc l'alternative digitale, elle est incroyablement pertinente pour répondre à des besoins spécifiques sur des temps spécifiques. Parce que, bah, on n'est pas enceinte toute sa vie, on n'a pas, tu vois? Donc il y a certaines disciplines dont on sent bien qu'on en a besoin par moment. Ou, bah, tu te maries, tu as envie de te faire une taille de guêpe, tu as pas forcément les moyens de te prendre un coach à domicile. Et ben là, tu te prends un coach, tu fais, pendant 3 semaines les cours de William ou de Magoma tous les jours. Je peux te dire que tu rentres dans ta robe de mariée. Donc tu vois, c'est ça qui est assez sympa aussi, c'est tout d'un coup de pouvoir, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, être le centre de son attention et de se dire: «De quoi j'ai besoin? De quoi mon corps a besoin? De quoi mon esprit, mon cœur, de quoi ils ont besoin aujourd'hui, en ce moment? Qu'est-ce qui nourrit mon énergie? Qu'est-ce qui pourrait me mettre dans la joie, dans la bonne humeur? Qu'est-ce qui ferait du bien à mon corps?» Et de prendre le programme qui est exactement ciblé pour toi, sans avoir à trouver un coach à domicile qui va faire évidemment là ton programme ciblé pour toi. Et ça n'empêche pas d'aller faire des cours collectifs parce que c'est génial d'être dans l'énergie collective et cetera et puis d'apprendre, d'être dans une autre énergie. Mais le cours collectif, il ne répond pas à ton besoin spécifique et heureusement d'ailleurs. Donc voilà pourquoi finalement je suis, emballée par ce projet que j'adore, enfin qui est plus un projet d'ailleurs, qui est une réalité et je m'éclate avec ça. Super. Et du coup, moi, j'avais une question par rapport au tournage. Vous avez un studio ou comment vous faites? Vous tournez, enfin, chacun tourne ses vidéos chez lui? Comment ça se passe? Non, non. Ah non, 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 pas du tout parce que nous on est un peu, on est, assez, anti, vidéo, filmée devant un lit pas fait avec, les jouets d'enfants qui traînent et et le tu vois, le chat qui passe. Bon, je dis ça et j'ai toujours mon chien qui est sur les vidéos, tu me diras, mais en tout cas sur les miennes. Mais non, non, on a un studio qui est dans le 17e, on tourne absolument, absolument tout nous-mêmes et voilà, c'est génial. OK, donc ça fait des vidéos vraiment de grande qualité, avec, ben, enfin, déjà de la HD et Ah, puis bah, un lieu, en tout cas, on fait vraiment, vraiment, notre, absolu maximum pour que ce soit archi quali. OK. Hem, J'avais encore, une petite question par rapport, justement à l'entrepreneuriat. Est-ce que, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient, peut-être, se lancer à leur compte mais osent pas forcément et rencontrent, voilà, ce syndrome de l'imposteur, certaines peurs dont tu as parlé tout à l'heure, est-ce que tu aurais, 3 conseils, voire moins, voire plus, comme tu préfères, vraiment qui sont significatifs pour toi et que tu aurais aimé avoir quand tu t'es lancé? Alors déjà, vraiment se prendre le temps de réunir des talents autour de soi. Ne pas hésiter à avoir, le meilleur, comptable, le meilleur, un super avocat, un super comptable, voilà et et accorder de l'importance aux tâches ingrates. Ça, c'est très important et ensuite, il faut que moi, le conseil que j'ai qu'on m'a donné et qui m'a aidé. Alors, il y en a beaucoup qu'on m'a pas donné et qui m'auraient aidé, hein, je vais y venir, mais en tout cas, celui qu'on m'a donné et qui m'a aidé, c'était de dire, «Ton projet sera bon si tu es capable de l'expliquer à ta grand-mère et qu'elle comprend ce que tu vas faire». Bon, en l'occurrence, j'avais plus de grand-mère, mais j'aimais beaucoup cette idée et donc j'ai testé ça
Et en effet, je pense qu'une bonne idée, c'est une idée qui s'énonce clairement et qui se comprend facilement, sans avoir besoin de mettre 54 phrases en dessous pour, tout le monde ait compris de quoi il s'agissait. Complètement. Après, oui, il y a beaucoup de choses. J'aurais aimé avoir, plus de, peut-être qu'on m'impose plus de rigueur sur, tu vois, toute la partie, j'en sais rien, CGV, comptable, les prix, les salaires des profs, les factures, tout ça, c'est très important. Il faut vraiment être extrêmement bien organisé dès le début. Il faut pas bâcler ces tâches-là. C'est très important. Je prends des notes en même temps parce que c'est des conseils qu'on n'a jamais eu dans le podcast, notamment, enfin, on a eu des conseils comme, bien s'organiser et cetera, mais j'aime beaucoup cette idée, d'être capable, de l'expliquer à sa grand-mère et qu'elle comprenne ce que tu veux faire. Je l'avais lu aussi dans un livre sur l'entrepreneuriat et c'est clairement ça, c'est en fait, le pitch, c'est vraiment simplifier son projet pour que tout le monde puisse, pour qu'il soit accessible à tous et surtout que ta cible principale le comprenne. Et puis Ouais. l'organisation, Mais après, ce effectivement. qui n'empêche pas Ouais, après, ce qui n'empêche pas d'être, out of the box, hein. Moi, mon projet, ce qui était sympa, c'est que les gens n'arrivaient pas à me mettre dans une case. On me disait: «Mais alors, tu une salle de yoga?» «Oui, mais pas que», parce que je faisais aussi du massage, du pilates, j'avais une partie restaurant, boutique, bibliothèque, donc j'aimais beaucoup aussi, moi, cette idée que, justement, je pouvais, faire se rejoindre plusieurs univers et j'avais un concept qui, à l'époque, était assez innovant. Évidemment, il a été très copié, donc il l'est beaucoup moins. Mais tant mieux. Heu, néanmoins, il y avait vraiment tu vois, j'étais à la croisée de plusieurs chemins et c'est ça que je trouvais sympa et donc on me disait: «Ah mais tu es une salle de sport?» «Bah non, pas vraiment». Tu vois, il y a plein de choses que je n'étais pas et je trouvais ça chouette, justement. Mmh mh. J'aime bien cette Et puis il idée y a de plein de choses que j'étais. de ne pas être, ce qu'on croit que enfin, la vitrine qu'on montre, justement de pouvoir faire aussi découvrir d'autres choses au travers ce qu'on véhicule et cetera. Et je pense que Ah c'est mais bien exactement ça sûr, ton mais moi projet. c'est ça que je trouvais Mmh. c'est ça que je trouvais génial. Mmh mh. Super. Est-ce que, tu, aurais, d'autres projets, peut-être des futurs projets, dont tu aurais, envie de nous parler ou que tu as le droit de teaser ou des choses comme ça? Écoute, pour l'instant, je suis vraiment, sur Yoga Play qui est vraiment mon bébé et mon gros projet et là où je m'éclate le plus et j'adore. Et puis on continue les formations, on va lancer, voilà, développer les formations et comme, je déménage en Normandie dans une semaine, enfin peut-être que quand le podcast sortira, j'y serai déjà. Je me laisse l'opportunité de pouvoir, voilà, éventuellement avoir un nouveau projet en Normandie, on ne sait jamais. Mmh. Oui, donc Tu vois, je pour dévoile sans dévoiler. la petite anecdote, on enregistre aujourd'hui et tu as, tes déménageurs qui sont, qui sont aussi là pour préparer ce Oui, ce départ. d'où les aboiements, tendus de mon chien et voilà, je suis au milieu des cartons, je suis ravie d'avoir fait cette pause avec toi. Merci, bah, moi aussi c'était vraiment, hyper intéressant. Est-ce que une petite, dernière question que je pose à tout le monde pour terminer le podcast. Est-ce que tu aurais, un dernier message à faire passer, une citation? J'aime bien parler aussi de dédicace, ce que tu veux partager pour terminer notre échange. Écoute, ouais, alors je peux te il y a une phrase il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je répète souvent, c'est, «La liberté, c'est de pouvoir dire oui à tout ce que la vie nous propose». Et Mmh. comme je pense que la vie a plus d'imagination que nous, il faut être capable de saisir et de réagir quand elle, à tout ce qu'elle nous propose. C'est ça la vraie liberté. C'est super beau. J'avais jamais entendu, cette phrase et en fait, ça paraît tellement logique, mais oui. Merci beaucoup Élodie pour, tous tes Voilà. partages, pour ta confiance, pour, ta sincérité aussi, ton authenticité, Merci beaucoup. aujourd'hui et puis je te dis à très bientôt. Merci Alexane, à bientôt et désolée pour les aboiements, mon chien Aucun est problème. normalement très gentil, elle n'aboie pas, mais c'est vrai que là, dans les cartons, elle est un peu tendue.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify, mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.